Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre 19h sur Monaco Info. Sans plus tarder, les titres de l'actualité de ce samedi 19 octobre. La suite du voyage ministériel monégasque au Burundi, nos équipes sont sur place et ont suivi les échanges avec les autorités autour des questions de la nutrition, de la santé ou encore de l'éducation. Le logement est toujours la préoccupation principale des enfants du pays. La présidente de l'association éponyme Géraldine Motillon sera notre invitée. Elle nous livrera les pistes évoquées lors du récent entretien avec le nouveau ministre d'État. Et puis nous finirons en légèreté avec la fête de la science. Éprouvettes et blouses blanches ont investi le centre commercial de Fontvieille ce samedi pour le plus grand bonheur des familles. Mais tout de suite, revenons sur cette victoire de la Rocca Team qui affrontait la Virtus Bologne en Euroleague hier soir. 2 jours après sa défaite à Barcelone, l'AS Monaco a su réagir en s'imposant sur le parquet de la salle Gaston Médecin 101-85. Le résumé du match avec Frédéric Elion et Thomas Deus. 3 sur 3 pour la Rocca Team à Gaston Médecin. En Euroleague, après Milan et le Maccabi Tel Aviv, Bologne est tombé dans l'antre des Monégasques vendredi soir. Encore une fois, Monaco a montré 2 visages dans cette rencontre. Les Monégasques ne mettent pas assez d'intensité en défense dans les 15 premières minutes. Et Bologne, la plus mauvaise attaque d'Euroleague, en profite et prend 11 points d'avance. Djaïté sonne la révolte avec ce coast-to-coast fini avec autorité. À la mi-temps, Monaco n'a perdu aucun ballon, mais derrière d'un point, 47-46. D'entrée de troisième quart-temps, la Rocca Team colle un 10-0 aux Italiens avec un trio français ultra performant. Strazel, 12 points, Djaïté, 15 points et 7 rebonds, et Elio Kobo, meilleur marqueur du match avec 20 points et 6 passes. Ajoutez à cela un Mike James de mieux en mieux physiquement, 29 dévals pour le numéro 55. 6 joueurs terminent le match à plus de 10 points, 101-85. Belle démonstration collective de la Rocca Team. On s'est donné quelques frayeurs, mais je pense que ce qui est le plus important, c'est que l'envie était. Je pense qu'on avait à cœur de répondre, surtout sur la manière dont on a perdu. Je pense que la défaite à Barcelone n'est pas non plus dramatique, mais surtout la manière, la compatibilité. Et on a été présent tout au long, donc malgré les erreurs qu'il y avait, il y avait du combat, il y avait de l'intensité. Tout le monde a été impliqué, on a senti on a trouvé une certaine cohésion. Donc je pense que c'est vraiment un type de match sur lequel on peut bâtir pour la suite. You know, it really showed our character. We were down at half, and it was a game that easily could have gone either way, but we stayed together. We did the opposite of what we did in Barcelona, and we got the job done. La Rocca Team fait partie du wagon des 5 équipes de tête avec un bilan de 3 victoires et 1 défaite. Prochaine échéance en Euroleague, jeudi soir face à Paris, toujours à Gaston Médecin. Dans la foulée, sur la pelouse du Louis II, cette fois, les footballeurs monégasques ont été tenus en échec par Lille. À l'issue de cette 8e journée de Ligue 1, les 2 équipes se sont quittées sur un match nul et vierge 0-0. Mais les supporters ont de quoi se rassurer. Malgré ce résultat décevant, Monaco reste tout de même leader au classement du championnat de France et jusqu'ici toujours invaincu, toutes compétitions confondues. Et puis toujours en sport cet après-midi, au large de Barcelone, l'America's Cup, c'est de la voile, a livré son verdict. La team New Zealand a remporté cette 37e édition aux dépens d'Ineos Britannia de Sir Jim Ratcliffe. A noter que l'équipe des Kiwis était placée sous la direction de Matteo Denora, membre du comité directeur du Yacht Club de Monaco. Envolons-nous pour le Burundi à présent, où une délégation monégasque menée par la ministre des Relations extérieures et de la Coopération est présente depuis jeudi. Isabelle Béro-Amadei est partie à la rencontre des partenaires de la principauté qui interviennent sur le terrain dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé ou encore de l'éducation. Exemple ce soir, dans le nord du pays africain, où nous retrouvons Émilie Rousseau et Olivier Bonello. Émilie, la collaboration avec les acteurs locaux est précieuse pour Monaco ? Oui, nous en avons eu l'exemple avec le programme alimentaire mondial en début de semaine et le renouvellement du partenariat portant sur les cantines scolaires. La sécurité alimentaire, mais aussi l'éducation sont des enjeux majeurs au Burundi, des enjeux que la principauté défend également, comme ici dans la province du Kirundo, avec la réintégration scolaire des enfants rapatriés au Burundi. Nous sommes à la frontière du Rwanda, au bord du lac Rweru. Dans cette province au nord du Burundi, le Haut Commissariat aux réfugiés œuvre pour que les enfants déplacés puissent être réinsérés à l'école. L'éducation est la première assistance qu'on doit donner aux enfants.
afin de les construire. Et c'est l'objectif du HR, et notamment d'accompagner ces enfants rapatriés qui viennent parfois de pays anglophones, de pouvoir rejoindre le système éducatif de leur pays d'origine, qui est le Burundi. Pour mener à bien ces objectifs, le HCR a construit 4 écoles dans différentes provinces du Burundi. Celle située à Nyagisozi compte aujourd'hui 17 classes pour près de 1300 élèves. 217 d'entre eux sont des rapatriés. Grâce au soutien de la principauté, ces enfants étudient désormais dans de bonnes conditions. C'est ce qu'a pu constater la ministre des Relations extérieures et de la coopération, Isabelle Béraud Amadei, lors de sa visite au Burundi. Auparavant, nous avions un problème très majeur en rapport avec les salles de classe et les bas pupitres. Mais pour le moment, avec l'appui de Monaco, vous avez vu que nous avons 9 salles de classe propres et vastes. Nous avons aussi les latrines bien propres. Et pour le moment, les cours se dispensent facilement, aisément, et les élèves sont à l'aise. Et l'accueil réservé à la ministre est digne de la reconnaissance de ces élèves qui bénéficient désormais d'un système éducatif complet. À Bujumbura, capitale économique du Burundi, c'est un autre projet qui est soutenu et qui prend en compte la famille dans son ensemble. FXB International s'emploie à sortir des familles de l'extrême pauvreté à travers son concept holistique de village. Les bénéficiaires sont logés, puis formés, en vue d'avoir une activité pour subvenir aux besoins de la famille. Depuis le début de sa collaboration en 2022, la principauté a soutenu des centaines de bénéficiaires. Isabelle Béraud Amadei a pu constater le succès de ce projet en rencontrant 3 d'entre elles. Elle vivait dans une situation de misère, elle vivait, les familles recevaient un seul repas par jour, alors qu'aujourd'hui, les familles déclarent avoir 3 repas par jour. C'est très intéressant. Si on voit un enfant qui partait à l'école sans avoir rien à mettre sous la dent, mais qu'aujourd'hui partent avec du matériel scolaire suffisant, après avoir mangé le petit déjeuner. Et maintenant, on vient d'avoir les résultats scolaires. Nous avons des enfants qui ont très bien réussi, qui ont avancé de classe. Ils ont des meilleures notes. Éducation, santé, nutrition, renforcement économique, des domaines qui font partie des axes prioritaires de la coopération internationale monégasque, séduite par ce projet concluant qui a réussi à briser les multiples vulnérabilités. L'Association des enfants du pays a été reçue hier par le nouveau ministre d'État Didier Guillaume. L'occasion notamment d'évoquer la question du logement pour ces personnes au statut bien particulier. Nous recevons pour en parler la présidente de l'organisation, Géraldine Motillon. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous rappeler d'abord ce qu'est un enfant du pays et combien sont-ils ? La définition qui a été retenue par le Conseil national est un enfant qui est donc né à Monaco et dont la famille qui a toujours vécu à Monaco. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption de résidence. Pour nous, cette définition est un petit peu trop large. On aurait pensé qu'il aurait peut-être fallu mettre plusieurs générations. C'est ce qui a été en partie retenu avec les catégories de super petit enfant du pays, etc. Maintenant, pour ce qui est du nombre des enfants du pays, écoutez, c'est le grand mystère. On n'arrive pas à savoir combien nous sommes. Vous avez rencontré hier le ministre d'État. Quel était l'enjeu de ce rendez-vous ? Alors tout d'abord le rencontrer, se présenter et puis voir un petit peu avec lui les différents problèmes que peuvent rencontrer les enfants du pays et parmi eux le plus important, le logement. Depuis pas mal d'années, nous avons maintenant des promesses qui ont été faites aux enfants du pays par les gouvernements successifs et malheureusement toutes ces promesses n'ont pas été suivies d'effet. Sur ce thème crucial du logement justement, quelles sont vos revendications ? Écoutez, on aimerait vraiment des actes concrets et concrétisés, puisqu'on nous avait promis au départ Ida, puis ensuite la Villa del Sol. Maintenant, ça a été les Lucioles. À chaque fois, donc, on nous fait miroiter des projets pour les enfants du pays et qui finissent par tomber dans l'escarcelle d'autres entités telles que les domaines, etc. Les revendications, ça serait tout simplement que l'État se penche véritablement
sur la problématique des logements, qu'il essaye de trouver des solutions pour pouvoir nous maintenir en principauté, parce que nous sommes véritablement attachés à Monaco. Pour nous, c'est un crève-cœur à l'idée de partir. Et bien sûr, on a bien conscience que ce n'est pas facile, qu'il y a un problème aussi de logement pour les Monégasques, mais il faut essayer de trouver peut-être des solutions qui permettraient aux enfants du pays de rester aussi ici. Et quelles pistes ont été évoquées ? Oui, alors on a évoqué plusieurs pistes. Parmi celles-ci, peut-être le secteur intermédiaire, le secteur mixte, c'est-à-dire qu'il faudrait voir avec les promoteurs s'ils accepteraient, quand ils construisent un nouvel immeuble, de créer un logement, 2 logements qui tomberaient pour les enfants du pays. Ça, c'est une piste qui avait été évoquée il y a déjà pas mal d'années par le Conseil national. Depuis, rien n'a bougé. Donc ça serait une piste. L'autre piste, c'est aussi, suite à la décision du tribunal suprême qui avait retoqué une partie de la loi 1508 en 2022, le Conseil national et le gouvernement ont dit qu'ils allaient étudier un nouveau texte. Malheureusement, rien n'a été fait depuis. Est-ce que dans votre association, vous avez envisagé d'autres solutions ? Je crois qu'on est vraiment arrivé au moment où il faut savoir s'il y a une volonté réelle ou pas de garder les enfants du pays. Des pistes, il y en a tout plein. Alors certaines sont uniquement au niveau, je dirais, monégasque. Il y en a d'autres qui sont avec le côté français. Par exemple, étudier la possibilité de mettre les enfants du pays vraiment dans les communes juste à côté, Monaco, etc., de garder leur adresse à Monaco. L'autre possibilité, ça serait alors avec une espèce de zone franche. L'autre possibilité, ça serait par exemple de dire que pour toutes nos aînés qui sont en maison de retraite française, puisqu'il n'y a pas de possibilité de les mettre en maison de retraite à Monaco, de faire le même système que ce qui se fait actuellement pour les études. C'est-à-dire que cette fois-ci, au lieu d'avoir les enfants domiciliés dans les appartements des parents, ça serait l'inverse, ça serait les parents qui se domicilieraient chez les enfants devenus adultes pour qu'ils conservent leur adresse à Monaco et que de ce fait, ils puissent libérer, en allant en maison de retraite, des appartements, ce qui permettrait de les remettre sur le marché, de relouer à d'autres enfants du pays, etc. Donc ça serait un petit peu un cercle vertueux. Merci Géraldine Motillon d'avoir été avec nous. Bien, écoutez, merci beaucoup pour votre invitation. Vous avez peut-être profité de votre temps libre ce samedi pour faire vos courses du côté du centre commercial de Fontvieille. Si c'est le cas, vous avez sûrement croisé de petits scientifiques. La galerie s'est transformée en véritable laboratoire aujourd'hui à l'occasion de la fête de la science. Gaëtan Lebrun sur des images de Thomas Deus. À l'occasion de la fête de la science, la mairie de Monaco a mis en place dans la galerie du centre commercial Carrefour plusieurs stands mettant à l'honneur les sciences. Pour l'occasion, le centre scientifique de Monaco était présent et proposait différents ateliers afin de faire découvrir les principes de base de la recherche scientifique tout en s'amusant. En biologie médicale, on a 3 stands qui utilisent des modèles d'études. Donc on a la petite anémone de mer, les coraux, et qui sont représentés ici, qui sont utilisés pour expliquer la biologie et les études qu'on fait au centre scientifique. Et puis après, il y a des choses un peu plus techniques avec une migration de colorants sur un papier buvard qui explique comment différentes couleurs peuvent être migrées à différentes vitesses, et comme ça, ça fait un parallèle pour comprendre les migrations de l'ADN, par exemple, dans du gel. Le musée d'anthropologie de Monaco était lui aussi invité pour l'événement et proposait un stand tourné vers la préhistoire pour divertir et intéresser les passants. Aujourd'hui, on est là pour la fête de la science, donc on a un stand à la fois sur nos éditions, la boutique du musée, on a aussi la faune, la spéléologie et l'association monégasque de préhistoire qui sont représentés avec donc toutes les activités qu'on peut trouver au musée. Et surtout, on est là pour dire qu'il faut venir nous voir. En ce moment, on a l'exposition Lascaux à Monaco qui est très intéressante avec le retour de notre fameux mammouth. 8, 3, 8, 4, 2, 6, 8, 4, 2, 6. Pour conclure la visite, un escape game était organisé à l'étage, toujours sur le thème des sciences. Les sapeurs-pompiers de Monaco ont montré leurs muscles ce samedi dans le cadre du tout premier Challenge Corde organisé en principauté. Sous le chapiteau de Fontvieille, 28 équipes de 5 militaires ont défié le chrono pour grimper le plus vite possible les cordes de 5 mètres. L'occasion pour les soldats du feu, mais aussi les carabiniers et policiers de se retrouver dans une ambiance conviviale. Alban Gingembre et Thomas Deus sont allés à leur rencontre.
28 équipes, 140 participants et un seul objectif, grimper le plus rapidement possible à la corde. Les sapeurs-pompiers de Monaco ont rassemblé des camarades venus d'ailleurs pour une journée d'affrontement en principauté. Il y a 2 épreuves, donc une par équipe avec 5 personnels qui doivent monter le plus de cordes possible en l'espace de 12 minutes. Ensuite, en tout début d'après-midi, on va descendre le grille, retirer les cordes de 5 mètres pour en mettre une de 10 mètres. Et là, ce sera un chrono individuel sur une épreuve de 10 mètres. C'est assez spectaculaire. Et la motivation est au rendez-vous chez tous les participants. C'était assez intense. On se dit 12 minutes, ça va vite, mais au final, 12 minutes, c'est très lent quand on sait qu'une montée de corde pour environ 10 secondes. Pour moi, un carabinier se doit d'être prêt physiquement en toute heure et un carabinier ne renonce jamais à un défi. Donc, c'était évident pour nous de participer. On ne se croise pas souvent à part sur intervention, mais en fait on ne discute pas plus que ça. Et là ça permet en fait autour d'une activité qui crée de cohésion, de discuter avec les autres. Le sport ça nous rassemble, on vient pour gagner, mais aussi pour s'amuser. Toujours faire un peu de sport parce que c'est quand même la base de notre métier, surtout les cordes, qui est un peu l'essence du pompier de Paris et du pompier en général. À la fin, l'équipe victorieuse du challenge remporte un joli trophée en guise de souvenir, en attendant une prochaine édition peut-être. Direction le Rocher, où la cathédrale était pleine hier. Le Festival international d'orgue de Monaco a investi les lieux pour un concert exceptionnel avec une vingtaine de choristes issus du chœur officiel de l'armée française. Nous avions reçu dans notre journal Émilie Fleury, qui est aux commandes de cette formation unique, juste avant la performance à laquelle José Sacré, Grégory Winterberg et Julien Logier ont assisté. Regardez, mais surtout écoutez. Parce que la principauté abrite un patrimoine organistique de première importance, est organisé depuis 19 ans un festival international d'orgue dans 3 églises cette année, c'est une nouveauté. Lundi 12 octobre, le premier concert a eu lieu en l'église du Sacré-Cœur. Nous avons eu la joie d'accueillir Cali Malone à l'église du Sacré-Cœur pour un premier concert qui était tout à fait une expérience puisque cette musique contemporaine jouée à 4 mains était assez surprenante au début. Il fallait vraiment se plonger dans le concert et après nous étions complètement transportés. Pour le 3e concert, nous ferons rencontrer l'orgue et les cuivres, donc ce sera vraiment une autre expérience à l'église Saint-Charles. Et puis ce soir, c'est un très grand moment puisque nous avons l'honneur d'accueillir le chœur de la garde républicaine qui nous a fait le plaisir de répondre positivement à notre invitation. Formation spéciale de la garde républicaine, le chœur de l'armée française et le chœur officiel de la République. Créé en 1982, c'est l'unique chœur d'hommes professionnels en France. Dans un programme magnifique composé essentiellement de musique française, il était dirigé à Monaco par la commandante Émilie Fleury avec à l'orgue Johan Vexo. Il se trouve que la chef qui les dirige ce soir, Émilie Fleury, était ma collègue à Notre-Dame pendant de nombreuses années. Donc on avait l'habitude de collaborer ensemble. C'était avec d'autres chanteurs, mais en tout cas avec elle on a fait beaucoup de musique ensemble. Donc ça c'était pas une surprise. C'est néanmoins la première fois que je me produis avec eux et j'en suis très heureux. Dans un programme assez intéressant, avec beaucoup de belle musique et je suis surtout très heureux d'être à Monaco. Un tel concert, chœur et orgue, pose quelques problèmes à l'organiste. Ça pose de gros problèmes, notamment dans des configurations comme ici où l'orgue est en tribune et le chœur est en dessous. C'est-à-dire que de la tribune on les entend pas. Donc là, on est obligé de passer par un retour son. On ne voit pas la chef, donc là, on est obligé de passer par un retour vidéo. Et surtout, en termes d'équilibre, déjà que l'organiste ne s'entend pas vraiment lui-même lorsqu'il joue en tribune, mais quand en plus, il faut équilibrer ça avec des chanteurs, avec un chœur, c'est vraiment très complexe. Oui. Le talent de Johan Vexo et du chœur de l'armée française réunis ont fait de ce concert une réussite totale. À l'international, les États-Unis se préparent pour les élections présidentielles qui auront lieu dans un peu plus de 15 jours maintenant. Mais voilà, le système électoral américain n'est pas toujours simple à comprendre pour nous. Entre primaires, grands électeurs et États clés, notre correspondante va nous aider à y voir plus clair. Bonsoir Alexandra Pani.
Bonsoir à vous. Effectivement, le 5 novembre prochain marquera sans contexte un tournant dans la politique américaine qui verra soit un retour au pouvoir du très controversé Donald Trump ou de la première femme présidente des États-Unis, Kamala Harris. Mais avant d'en arriver là, je vous propose cette semaine de faire un point sur le mode de scrutin appliqué aux États-Unis qui diffère totalement de ce que l'on a l'habitude de voir en principauté ou en France. On parle ici de suffrage universel indirect au premier tour. Premier point, les fameux grands électeurs. Savez-vous qui sont-ils exactement ? Je connais effectivement le terme, mais dites-nous, comment sont-ils élus ? Le président américain n'est pas choisi directement par la population, mais par un collège électoral, un système hérité des pères fondateurs des États-Unis. 250 ans plus tard, ce système est toujours en vigueur et les 538 grands électeurs sont choisis par les Américains. Durant les primaires, ils voteront ensuite logiquement pour le candidat du parti qu'ils sont censés représenter. Ils sont choisis parmi les membres de la société civile, sont exclus d'office les membres du Congrès et les fonctionnaires du gouvernement fédéral. Il s'agit essentiellement d'un poste honorifique. Les grands électeurs n'interviennent dans aucune autre élection. Pour remporter l'élection, un candidat doit décrocher la majorité absolue des grands électeurs, soit le nombre magique de 270. Comment sont-ils répartis à travers les États ? C'est là que les affaires se corsent. Le nombre de grands électeurs par État est déterminé en fonction du poids démographique. Pour un calcul plus simple, le nombre de grands électeurs correspond au nombre d'élus à la Chambre des représentants et au Sénat. Pour vous donner un exemple, le Texas compte 40 grands électeurs puisqu'il compte 38 représentants et 2 sénateurs. La Californie, État le plus peuplé du pays, dispose du plus grand nombre de grands électeurs, soit 54. Le Delaware, le Wyoming et la capitale Washington DC n'en ont que 3. Autre particularité, dans tous les États, sauf 2, le candidat qui remporte la majorité des voix rafle tous les grands électeurs de l'État. Dans le Nebraska et le Maine, ces grands électeurs sont attribués à la proportionnelle. On entend souvent parler des swing states. À quoi cela fait-il référence, Alexandra ? Les swing states, que l'on peut traduire États pivots, sont des États clés. De nombreux États sont historiquement reliés à un camp, par exemple la Californie en faveur des démocrates ou le Missouri pour les républicains. Étant donné le mode de scrutin, les candidats vont se concentrer durant leur campagne sur certains États qui peuvent basculer d'un côté ou de l'autre et avoir un impact sur le résultat de l'élection. Ce sont les fameux swing states. Pour l'élection de 2024, les experts s'accordent sur 7 États clés, le Nevada, l'Arizona, le Wisconsin, le Michigan, la Pennsylvanie, la Caroline du Nord et la Géorgie. Et parmi eux, les plus importants sont ceux qui ont le plus de grands électeurs, comme la Pennsylvanie qui en compte 19. La presse indique que les 2 candidats peinent à creuser l'écart dans les sondages. Vous nous le confirmez ? Les sondages pour les élections américaines sont peu fiable compte tenu du mode de scrutin. En 2016, les sondages avaient annoncé la victoire d'Hillary Clinton, victoire qu'elle a effectivement eue au niveau du vote populaire, avec près de 3 millions de votes d'écart, mais qui ne s'est pas traduit auprès des grands électeurs. Les sondages n'avaient pas anticipé la victoire de Donald Trump et son succès auprès des swing states. Depuis l'arrivée tardive de Kamala Harris dans la course à la présidentielle, les sondages sont extrêmement serrés entre les 2 candidats, donnant alternativement Trump ou Harris victorieux. Il faudra donc attendre le lendemain de l'élection, le 6 novembre au matin, pour connaître avec précision le nom du futur 47e président des États-Unis d'Amérique. Et nous suivrons tout cela de près grâce à vous, Alexandra Pani. Merci pour tous vos éclairages. Passons à vos prévisions météo avec Alban Gingembre. Bonsoir Alban. Alors dites-nous, allons-nous terminer le week-end en beauté demain ? Bonsoir Sarah, bonsoir à tous. Oui, le week-end continue d'être doux en principauté. Demain, le ciel sera encore plus dégagé. De belles éclaircies sont attendues tout au long de la journée avec des températures allant de 17 degrés le matin à 22 degrés l'après-midi. On termine donc effectivement sur une bonne note. Et en ce dimanche 20 octobre, pensez à souhaiter une bonne fête aux Adelines. Merci Alban, nous tâcherons d'y penser. C'est la fin de cette édition. On se quitte avec les photos colorées de Manuel Vitali qui a eu la chance de déambuler à travers les différents stands de la foire attraction. Le coup d'envoi de cet événement incontournable a été donné hier après-midi sur le port Hercule et vous avez un mois pour en profiter. Quant à moi, je vous dis à demain, même chaîne, mais un peu plus tôt cette fois à 18h30. D'ici là, excellente soirée à tous.